Vous avez sûrement déjà entendu parler de Hiro Onoda, le japonais qui a continué la Seconde Guerre mondiale seul sur une île jusqu'en 1974. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Non, on va parler d'un cas similaire, bien moins connu, mais encore plus intéressant et surtout bien plus problématique, celui d'une femme, Kazuko Higa, qui a elle aussi continué la guerre sur une île perdue du Pacifique, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est isolée, avec à ses côtés 32 hommes. Vous voyez venir, une femme seule sur une île isolée pendant des années avec 32 hommes. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Bonjour. Les îles perdues et abandonnées au milieu de nulle part, c'est pas un secret, j'adore ça et j'essaye d'en explorer un maximum. Mais il y a des îles qui pour plein de raisons sont inaccessibles et ça me déchire. Alors pourquoi elles sont inaccessibles, vous allez me demander? Souvent c'est une histoire de restriction pour protéger la faune ou la flore, ou tout simplement parce que c'est contrôlé par l'armée et je suis ni scientifique ni militaire. Mais parfois c'est tout simplement parce que c'est très difficile d'accès. Et parmi les îles que j'adorerais explorer, il y a Hanatahan. C'est un tout petit point en plein milieu du Pacifique situé dans les îles Mariannes du Nord qui appartiennent non pas comme on pourrait le penser au Japon mais aux Américains. Et juste en voyant la carte, vous commencez à comprendre que dans ce cas-là, c'est pas une histoire de restriction, mais bien de distance et d'isolement. Alors oui, on peut techniquement y aller, mais c'est une vraie expédition. Sur ce petit bout de terre, on trouve un volcan avec 2 cratères qui peuvent entrer en éruption à tout moment et rien d'autre. C'est désert. Non, ce qui me fascine ici, c'est l'histoire. C'est ce qui s'est passé sur cette île, loin de toute civilisation. Comme je vous le disais, une femme s'est retrouvée là, seule, au milieu d'un régiment de soldats, à devoir survivre dans des conditions extrêmes. Mais le pire, c'est même pas la jungle, c'est ce qui s'est passé après, parce que cette histoire, au fond, elle en dit bien plus sur la culture et sur la société japonaise que sur Kazuko elle-même. Et vous allez voir, elle a pris cher. Elle a pris cher dans tous les sens du terme, même la pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. En France, personne ne connaît cette histoire, ou alors via un vieux film de 1953 que vous devez être maximum 3 à avoir vu, donc c'est l'occasion de la découvrir tous ensemble. C'est parti. C'est parti déjà pour une intégration CyberGhost VPN. Parce que si un jour vous vous retrouvez seul, isolé sur une île déserte, sans aucune infrastructure et avec peu d'espoir d'être secouru, eh bien CyberGhost VPN ne vous sera d'aucune utilité. Vous êtes juste dans la merde. Et pourtant, CyberGhost, ça sert à pas mal de choses. En l'activant sur votre ordinateur ou votre smartphone par exemple, il vous aide à vous protéger d'éventuels vols de données. Les pirates sont partout, pas seulement dans One Piece. Il suffit de se connecter sur un Wi-Fi public non sécurisé pour en faire potentiellement les frais. En dodo, n'importe qui ou presque peut accéder au contenu de ton appareil. CyberGhost, lui, va chiffrer tes données et masquer ton adresse IP pour donner un petit peu plus de fil à retordre aux personnes qui sont mal intentionnées. Et au-delà de ça, CyberGhost, c'est un outil qui te permet de te géolocaliser dans presque n'importe quel pays du monde. Concrètement, si tu es sur ton téléphone, c'est comme si tu l'utilisais depuis le Japon, les États-Unis ou n'importe quel pays que tu choisis dans la liste. Ça veut dire que tu peux accéder aux sites qui sont autorisés que dans ces pays et aussi au catalogue de streaming de ces pays en question. En gros, tu débloques aussi bien le Netflix japonais que le Disney Plus américain en un clic. Et tout ça, pour rappel, plus de 2 € par mois. Alors si vous utilisez le lien que je vous mets en description, il vous donne 83% de réduction sur l'abonnement de 24 mois. Et en plus, vous avez 4 mois supplémentaires offerts. Que demande le peuple? Ah bah si, il demande plus, et bien vous pouvez partager l'abonnement sur cet appareil. Si vous voulez partager la note en famille, c'est possible. Bien sûr, il y a une période d'essai, je crois que c'est 45 jours, donc c'est assez long pour tester le service et pour voir si ça vous convient. Merci CyberGhost VPN. Contexte. Nous sommes au début de l'été 1944, en pleine guerre du Pacifique, et globalement, depuis quelques semaines, ça sent pas très bon pour le Japon. Pas officiellement, bien sûr, mais sur le terrain, ça commence à se voir. Jusqu'en 1942, la Seconde Guerre mondiale, pour les Japonais, j'irai pas jusqu'à dire que c'était une balade de santé, mais on n'en était pas loin. Depuis les années 30, l'Empire japonais avait décidé que, globalement, le Pacifique et l'Asie, c'était chez eux, donc toute cette zone, ils l'ont juste prise. Et si je résume, ils l'ont prise sans trop de difficultés. Ils ont profité que les Alliés soient concentrés sur les méchants Allemands à l'autre bout du monde pour s'étaler. Si cette partie de l'histoire vous intéresse, je vous en parle plus en détail dans la vidéo sur le chemin de fer le plus mortel du monde, en Thaïlande. Donc si je récapitule, au début des années 30, le Japon c'est grosso modo l'archipel qu'on connaît aujourd'hui, plus quelques confitis de terre récupérés par-ci par-là comme des Pokémon. Et en 1940, c'est tout ça. Je sais pas si vous réalisez bien, mais pour passer d'une carte à l'autre, il a fallu à peine 10 ans. C'est rapide, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, enfin, les bonnes choses. Entre 1942 et 1943, la tendance s'inverse et les Japonais s'apprêtent à payer le prix fort pour leurs idées de grandeur. Les Américains n'ont pas oublié l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, donc autant vous dire que quand ils arrivent dans le Pacifique, c'est pas pour une visite de courtoisie.
Les États-Unis, ils sont en train de reprendre les îles une par une. C'est une stratégie américaine qui porte un nom, ça s'appelle le Island Hopping, sauter d'île en île. Alors dans le cadre d'une croisière, ça veut simplement dire qu'on va visiter des îles. Dans le cadre historique de la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire que c'est grignoter du terrain en reprenant petit à petit toutes les îles du Pacifique, avec en priorité celles qui sont les moins bien défendues pour en faire ses propres bases. Donc les Américains, dans l'ordre, ils coulent les navires japonais, ils coupent les routes de ravitaillement des bases avancées japonaises pour les isoler, et ensuite ils attaquent avec tout ce qu'ils ont. L'été 1944, ils lancent 2 grandes offensives en simultané. D'un côté, ils remontent la Nouvelle-Guinée et de l'autre, ils visent le cœur du Pacifique, les îles Mariannes. Plus précisément dans le viseur, les îles de Saipan, Tinian et un peu plus au sud, Guam. L'objectif, il est simple et terrifiant à la fois, transformer ces îles en bases géantes pour que leurs nouveaux bombardiers puissent frapper le cœur du Japon en ligne directe, sans escale. En gros, si les Mariannes tombent, le cœur du Japon est à portée de tir et c'est quasiment la certitude pour les Américains de faire basculer le cours de la guerre. La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà puisque c'est grâce en partie à cette stratégie qu'un jour Hiroshima et Nagasaki ont pu exister, ou plus précisément ne plus exister, vous m'avez compris. Encore une fois, si cette partie de l'histoire vous intéresse, je suis allé voir l'endroit exact depuis lesquels les B-29 avec les bombes Little Boy et Fat Man ont décollé dans les îles Mariannes. Je vous en parlais dans la vidéo sur la falaise des Suisses. Je peux pas dire le mot sur YouTube, sinon on va être démonétisé. La perte des îles Mariannes à l'été 1944 marque donc une rupture. Le Japon est menacé directement sur son territoire. Du côté japonais, c'est l'éternelle technique de l'autruche. Ils savent que ça se passe mal, ils savent que leurs troupes sont en train de reculer, mais l'avouer, c'est pas vraiment le genre de la maison. On est davantage sur un plutôt crever que de se rendre, quoi. Évidemment, c'est pas de la stupidité, c'est une histoire de culture de l'honneur, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a une vraie conséquence à la domination américaine dans le coin, qui passe souvent à la trappe, c'est que les autres îles de l'archipel Marianne, plus petites, plus lointaines, parce qu'il y en a une flopée, elles sont laissées derrière, isolées du monde, et sur certaines, on trouve des Japonais. Oubliés, tout simplement. Et c'est dans ce contexte, plus que trouble, que commence notre histoire sur Anatahan. Juin 1944, en pleine guerre des îles Mariannes, 3 navires japonais sont ciblés et attaqués en plein milieu de l'archipel. Les bombardiers américains visent, lâchent leurs bombes et en quelques minutes, le Hyosuke Maru, l'Akebono Maru et le Kaifuku Maru sont pulvérisés. Dans la mer, des débris, du feu et inévitablement des corps. Fin de l'histoire, pas tout à fait. Une poignée de soldats japonais ont survécu à l'assaut et nagent vers l'île la plus proche. Après des heures d'efforts, une trentaine d'hommes parviennent sur la terre ferme. L'île qu'ils rejoignent n'est pas immense, 4 km sur 9 à peine, et à part voir un énorme volcan et beaucoup de verdure, ils se rendent vite compte que n'y a pas grand chose qui se passe ici. Et cerise sur le gâteau, ils savent à peu près dans quel coin ils sont, mais pas sur quelle île exactement. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et ça peut être une très bonne nouvelle comme une très mauvaise nouvelle. Dans ce cas-là, il y a 2 options. Enfin même 3, soit c'est des ennemis et là ça pue, soit c'est des Japonais ou des alliés et là tout le monde est content, soit c'est un peuple autochtone, auquel cas c'est un peu quitte ou double, soit ils finissent le travail des Américains, soit ils les laissent tranquilles, voire mieux, ils les aident. Bon, faux suspense, c'est pas comme si je vous avais pas teasé un peu l'histoire avant, on se trouve évidemment dans l'option 2, il y a donc des Japonais sur l'île, enfin 2 Japonais, seuls sur cette île, qui est complètement isolé du monde. Je vous le rappelle, on est en 1944, Internet c'est pas pour tout de suite, et les liaisons avec le Japon, c'est fini depuis que les Américains sont dans la zone. Donc ils sont vraiment seuls face à eux-mêmes. Normalement, là, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les 2 sur l'île? Eh ben, pour vous raconter ça, il faut encore une fois remonter un petit peu dans le temps. Anatahan, c'est un peu une exception. Il faut faire abstraction du contexte général, là, dans ce cas de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'île a été récupérée par les Japonais pendant la Première Guerre mondiale. On l'oublie souvent en France, mais il n'y a pas que l'Europe qui a été touchée en 14-18. La guerre a aussi eu des répercussions directes dans d'autres coins du monde. Pourquoi? Parce que le temps béni des colonies. Si je résume grossièrement, les îles Mariannes, elles ont d'abord appartenu aux Espagnols, puis aux Allemands, avant de finir dans la poche des Japonais. Et maintenant, c'est américain. À cette époque, l'Empire japonais commençait déjà à se développer, et il y a plein de petits morceaux du territoire comme ça qui étaient conquis un peu partout dans l'océan. Mais bâtir un empire, c'est bien, encore faut-il le gérer. La solution, ce sont les colons agricoles. Comme ça, on fait une pierre deux coups, on envoie des gens sur l'île qui sécurisent et affirment la souveraineté japonaise sur l'île, et en même temps, ils exploitent une culture, par exemple, de fruits exotiques. Sur Anatahan, c'était le copra, c'est de la noix de coco séchée, en gros. Donc en 1944, l'île est gérée par un couple, Kikuichiro Kusakabe, le gérant de la plantation, et sa femme de 20 ans, Kazuko Higa.
Détail inutile, mais Kazuko, avant de finir dans le point le plus paumé de la planète, elle était serveuse dans un bar. C'est la reconversion professionnelle la plus violente du monde. Et aussi, autre petit détail, mais vous le verrez qui a son importance, Kikuichiro, c'est pas le premier mari de Kazuko. Et c'est même pas légalement son mari du tout. Techniquement, c'est juste l'ancien patron de son premier mari qui s'appelait Shoichi Higa. Et Shoichi, où est-ce qu'il est? Eh ben, on sait pas. Il a disparu pas longtemps avant, la même année, en tentant apparemment de rejoindre sa sœur sur l'île de Saipan. Donc on ne sait pas s'il est mort en mer ou en arrivant sur l'île de Saipan. On ne sait même pas s'il est mort en fait. On ne sait même pas s'il a vraiment quitté l'île de Hanatan. Bref, c'est très flou. Et je vais pas vous mentir, dans cette histoire, on n'a pas toutes les vérités. Et souvent, les sources sont ni très claires, ni très objectives. On y reviendra parce que ça va avoir une importance quand même assez importante dans l'histoire. Donc Kazuko, elle se retrouve pendant la guerre, seule avec son faux mari et maintenant 31 soldats sur une île isolée du reste du monde. C'est le début d'un scénario de film hollywoodien ou le début d'un autre genre de film, faites pas genre parce qu'on y a tous pensé. Les soldats s'installent sur l'île et ils ramènent avec eux évidemment la joie et la bonne humeur de la discipline militaire. Survivants peut-être, mais avant tout soldats. Donc même échoués sur une île, ils restent en guerre. Ils sont persuadés que leur devoir, c'est de tenir leur position en attendant les ordres qui vont arriver plus tard. Et dans ce genre de situation, le devoir, la mission, c'est peut-être le seul truc qui te fait tenir. Donc comme ils sont en guerre, ils vont changer un petit peu toute l'organisation de l'île, ils quittent la plantation pour se réfugier dans un endroit qui est plus discret pour pouvoir se défendre en cas d'invasion de l'ennemi. Ils se font des cabanes en feuilles de bananier ou on sait pas trop quoi, et en quelques jours, Kazuko et son mari passent d'une vie relativement difficile mais quand même tranquille à une vie de garnison. Et qui dit militaire dit hiérarchie, bien évidemment, et les deux civils, vous imaginez bien, ils se retrouvent pas en haut de la pyramide du pouvoir. Non, ils sont tout en bas. Mais pour le moment, passons sur ce détail puisque les survivants commencent à s'organiser. Certains pêchent, certains récoltent des noix de coco pour produire le fameux copra, fabriquer des outils, alimenter le feu, et bien sûr, on monte la garde, on fait attention parce que on reste en guerre. Bon, on l'a déjà dit, mais sur l'île, il n'y a rien. Faudrait vraiment pas avoir de bol pour pouvoir débarquer les Américains, mais c'est pas grave. Les abris sont renforcés, les quelques fusils Arisaka qu'on a pu sauver, ils sont nettoyés, entretenus, vérifiés. On se prépare. Et maintenant, la vraie survie peut commencer. Sur l'île, la principale préoccupation, vous vous en doutez, ce sont les ressources. L'île, elle est cultivable, mais il n'y a pas non plus une variété immense de fruits et de légumes. La pêche et la chasse, c'est possible, mais aussi c'est limité par le matériel qu'on a. Finalement, la seule ressource dont il ne manque pas sur l'île, c'est l'alcool. Parce que les noix de coco, c'est bien, mais pour eux, c'est encore mieux quand c'est fermenté. C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous, on crève la dalle. Ils n'ont pas grand chose de plus à faire, et puis l'alcool au Japon, comme on le sait, ça reste culturel. Donc les journées se ressemblent, c'est toujours un peu la même rengaine, lever avec le soleil, corvée, surveillance, réparation, et le soir, on se retrouve autour du feu pour se détendre en s'envoyant du vin de coco. Et puis le lendemain, on recommence. Les discussions tournent aussi pas mal en rond, on parle de la guerre, on parle des familles, du retour, mais personne ne parle de reddition. Personne n'ose même imaginer que le Japon puisse perdre. Personne, l'idée n'existe pas. Sur Hanatan, les jours, les semaines, les mois passent et se ressemblent, comme si le temps était arrêté, sauf que le reste du monde, lui, continue à tourner. Les soldats ne pouvaient pas imaginer qu'un an seulement après leur arrivée sur l'île, le 15 août 1945, les Japonais entendent à la radio ceci. Hirohito, l'empereur du Japon, déclare forfait. Si vous avez écouté la version complète, vous remarquez que jamais il est question de défaite, mais plutôt de préservation du Japon. C'est habile pour pas avouer qu'on a perdu. Pourtant, concrètement, c'est bien ce qui se passe. Ils viennent de capituler après s'être fait plier en deux par les Alliés. Le Japon est quasiment détruit. Mais à Hanatan, on n'a ni entendu parler des bombardements de Tokyo, ni de Hiroshima, ni de Nagasaki, ni évidemment de capitulation. J'insiste sur la difficulté de la défaite parce que c'est un vrai sujet. À l'époque, c'est un tabou dans la société japonaise. Les soldats japonais, ils ont été formés soit à gagner, soit à mourir. L'alternative, elle n'existe pas. C'est extrême, mais c'est l'honneur à la japonaise, qui va souvent de pair d'ailleurs avec la peur du déshonneur. Et c'est pas des concepts abstraits ici, c'est vraiment des principes qui sont gravés dans leur chair et dans leur histoire. Ça vient du Bushido, le code des samouraïs, qui impose une loyauté sans faille envers l'empereur et envers sa patrie. Se rendre, c'est accepter l'humiliation,
pas seulement pour soi, mais aussi pour sa famille, pour son clan, pour la nation. C'est pour ça qu'on a vu pendant la guerre des extrêmes comme les kamikazes ou le seppuku. En Occident, on appelle ça plutôt harakiri. Et ça encore, c'est presque le côté Hollywood. Le cliché, c'est pas faux, hein, ça existait, mais il y a aussi d'autres soldats, encore plus nombreux, qui sont tout aussi déterminés, qu'on appelle les traînards. Le terme est pas fou en français, traînard, ça vient de l'anglais stragglers, et je vous explique tout de suite ce que c'est, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà compris de quoi je parlais. En 1945, on estime que 6,5 millions de Japonais se trouvent hors du territoire national, dispersés à travers l'Asie et le Pacifique. Parmi eux, on trouve des soldats, des colons, des fonctionnaires et même parfois des enfants orphelins. On les rapatrie, bien sûr, petit à petit, mais 3 ans plus tard, en 1948, ils sont encore plusieurs centaines de milliers à l'étranger. Généralement pas par choix, hein. Beaucoup sont prisonniers dans les camps chinois ou soviétiques par exemple. C'était le cas d'ailleurs du grand-père de ma femme, pour la petite histoire, qui a passé 3 ans dans un goulag en Sibérie. Et puis il y a le cas de ceux qui sont pas informés que la guerre est finie, ou alors qui le savent mais qui veulent pas l'entendre. Preuve de tout ce que je vous racontais juste avant, ils veulent pas admettre la défaite. L'exemple le plus connu, on en parlait tout à l'heure, c'est un soldat qui est resté aux Philippines sur une petite île jusqu'en 1974. Il a mis presque 30 ans à se rendre et uniquement parce que son supérieur est venu directement le chercher sur la petite île où il était caché. Le niveau de conditionnement qu'il faut pour en arriver là est dingue, laissez-moi vous le dire. Après aussi, il faut quand même l'avouer, certains ne rentrent pas parce qu'ils sont morts de trouille. Hein, c'est pas juste une question d'honneur. Il y a ceux qui ont connu tellement l'isolement qu'ils ont peur de reprendre une vie normale, et puis il y a ceux qui ont peur des représailles aussi, hein, parce que vu comment les Japonais, ils ont traité les prisonniers et les civils pendant la guerre de leur côté, il y a de quoi baliser un petit peu. Bref, tout ça pour vous dire que Kazuko et les soldats font partie de ces traînards, les soldats restants. Eux, au départ, ils savent juste pas que la guerre est finie. Il y avait pourtant des indices subtils, hein, les avions américains et japonais par exemple, qui arrêtaient de survoler la zone, ou alors qui la survolaient très peu, mais ça, ils font pas le rapprochement. Et puis il y a des indices qui sont quand même moins subtils. Il y a carrément des tracts qui sont lancés depuis le ciel sur l'île qui annoncent la victoire américaine, mais là, évidemment, ils y croient pas du tout. Enfin, dernière tentative qui vient là de l'extérieur, en 1945, juste après la fin de la guerre, les Chamorros de Saipan, c'est un peuple autochtone de la région, remarquent la présence des Japonais sur Anatahan. Ils passent dans la région pour pêcher et ils voient qu'il y a des signes de vie, hein, des feux, des constructions, etc. Ils tentent d'approcher l'île pour établir un contact, mais les soldats japonais, ils se montrent complètement paranoïaques et refusent toute interaction. Au contraire, même, ils défendent l'île, ils sont en guerre, hein, je le rappelle. Donc les Chamorros, ils se barrent, hein, plutôt que de se prendre une balle entre les deux yeux. Et ça va durer comme ça, pendant encore 6 ans. 6 ans à se battre pour un empire qui a déjà chuté. Bon, juste avant, je vous ai donné la version survie et noix de coco, presque sympathique, mais ce qui se passe sur l'île n'a absolument rien de sympathique. C'est même l'enfer. Au début, la discipline militaire fait un peu illusion, on se respecte, etc. jusqu'à ce que l'isolement et la faim fassent sauter les dernières barrières qui reliaient les soldats à la civilisation. Assez vite après leur arrivée, les soldats réalisent que Kazoku et Kusakabe ne sont pas officiellement mariés. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon du tout ça. Le mec il a pas... À partir de ce moment, eh ben, ils vont la considérer comme une veuve. Comprenez qu'ils vont la considérer comme une femme célibataire. Comprenez qu'ils vont la considérer comme une proie, plus exactement. Alors, on n'aura jamais tous les détails de ce qui se passe sur l'île, hein, mais on sait que Kazoku, assez rapidement, elle prend un amant. Bon, après tout, il n'y a rien d'autre à faire sur cette putain d'île à part bouffer des noix de coco, donc pourquoi pas. Mais à partir de ce moment-là, dans la colonie, ça devient vraiment tendax. Je le rappelle, on a une femme pour 32 hommes, bloqués ensemble depuis maintenant des mois. Donc c'est l'île de la tentation version hardcore. Même MrBeast, il n'a pas encore osé le concept. Là, évidemment, je vous dis ça avec légèreté, mais vous l'avez compris, il n'y a pas matière à rigoler, hein, surtout pour Kazuko. Elle essaye de naviguer tant bien que mal dans ce chaos en prenant tour à tour des amants pour se protéger. Parfois c'est stratégique, parfois c'est malheureusement forcé, et dans tous les cas, ça ne fait qu'amplifier le délire collectif et les tentations entre les hommes. Et début 1945, le déjà très faible équilibre du groupe explose avec le crash d'un bombardier américain B-29. Alors de prime abord, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va récupérer plein de ressources. On récupère du métal, on récupère le nylon des parachutes pour s'habiller, et puis aussi, petit bonus, on récupère des armes automatiques. Voilà.
Et là, le programme, c'est pas d'utiliser les armes pour chasser ou pour se défendre d'une invasion. Non, non, non. Sur Anatahan, les armes, c'est l'équivalent d'une couronne pour un roi. Si tu es le plus armé, tu es le roi. Et si tu es le roi, tu as la reine. Et la reine, vous l'avez compris, c'est Kazuko. Et Kazuko, elle peut que subir, parce que malheureusement, elle n'est pas vraiment aidée. Même par son mari, enfin son faux mari. Le gars, il lève même pas le petit doigt pour l'aider. En même temps, c'est vrai que c'est pas facile. Quand on est mort, non j'exagère, il meurt pas tout de suite, il y en a d'autres qui sont éliminés avant lui, enfin éliminés, des petits accidents qui arrivent quoi. Et pourquoi il est mort? Je sais pas, c'est pas moi, il a glissé chef, je vous jure, il a glissé. Et lui, il s'est noyé, c'est dangereux les flaques d'eau dans la jungle, je sais, ça fait beaucoup avec celui qui a disparu dans la jungle la semaine dernière, mais ça doit être le karma, comme disent les Américains. Donc voilà, ils disparaissent tous un petit peu comme ça, jusqu'au mari de Kazuko. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé sur Anatahan, hein, vous le pensez bien, personne ne va passer aux aveux, mais on connaît factuellement deux choses. Le premier, c'est le nombre d'hommes qui arrivent sur l'île en 1944. Au total, ils sont 32. Et le deuxième, c'est le nombre d'hommes qui vont repartir de l'île en 1951. Et là, ils sont plus que 19. Et les accidents, les maladies, ça peut arriver, mais ça explique pas que certains se retrouvent avec une balle dans le dos. Donc, beaucoup disparaissent dans des circonstances qui sont pour le moins étrange. Ce qui se passe, c'est qu'en 6 ans sur l'île, ils deviennent fous en fait. C'est la paranoïa totale. On décompte au moins 11 morts suspects dans le tas. Il y a un article australien qui parle de 7 hommes tués en duel. Et il y a d'autres sources aussi qui disent que Kazuko a provoqué 6 décès juste par sa présence. D'ailleurs, elle confirmera elle-même qu'il y en a au moins 2 qui étaient bien liés aux rivalités que les hommes entretenaient pour elle. Bref, on a compris globalement la situation. Et pourtant, on n'a toujours pas touché le fond. Parce que le climax de cette histoire de rivalité amoureuse, je rappelle, c'est quand même de là que ça part toute cette tension, c'est le dernier disparu, mort, exécuté. Bref, le dernier à mourir, c'est le propriétaire du moment de Kazuko, c'est au final le soldat qui avait réussi à amasser la plus grande puissance de feu. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire un conseil de guerre entre les fougères, là comme ça, conseil qui a décidé que tous les autres soldats devaient s'unir contre lui pour le fusiller. Voilà, sauf que cette fois l'histoire est un petit peu différente puisque Kazuko, elle en a marre, elle récupère toutes les armes et elle s'en débarrasse. Officiellement, il y a 2 versions, on ne sait pas si c'est Kazuko ou d'autres soldats qui en ont marre des Tuileries. En tout cas, elles finissent toutes à la mer. Donc suite à ça, c'est bien, les massacres s'arrêtent. Oh, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de massacres, parfait. Mais la situation ne s'améliore pas pour autant pour Kazuko. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les survivants, en tout cas les hommes, ils commencent à mieux s'entendre. Évidemment, il y a moins de friction, il y a moins d'armes. Mais entre eux, ils en arrivent à la conclusion suivante. C'est que tout ce qui arrive de mal sur l'île, c'est la faute de Kazuko. Les hommes qui s'entretuent, c'est la faute de Kazuko, parce qu'elle les manipule. Si quelqu'un tombe malade, c'est la faute de Kazuko. Si la pêche est mauvaise, c'est la faute de Kazuko. En fait, on a mis du temps à le comprendre, mais Kazuko, c'est une sorcière. Donc il faut la tuer. Et c'est pas passé loin. Elle a été prévenue in extremis par un des soldats que les autres avaient voté son exécution. C'est comme ça que ça se passait sur l'île apparemment. Donc Kazuko, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses jambes à son cou et elle se réfugie seule dans la jungle. Elle va y vivre 33 jours, comme une bête traquée, terrée entre les racines des arbres, persuadée qu'il y a ses anciens compagnons qui sont derrière chaque buisson avec un couteau, et elle sortira de sa cachette que lorsqu'elle verra, miracle, la silhouette d'un navire américain qui passe, le Miss Suzy. Elle leur fait signe comme ça, là, habillée avec sa jupe en feuille de bananier, on imagine, et j'ai du mal à croire ce que je vais dire, mais il la voit. Il la voit, et il la récupère. C'était ça la solution en fait depuis tout ce temps-là. Quand on voit un avion ou un bateau qui s'approche, on lui fait signe au lieu de se cacher et on est sauvé. Bref, Kazuko est sauvée et laisse pour le moment les 19 hommes derrière elle. 19 hommes encore persuadés, je le rappelle, qu'ils sont en guerre. Un peu plus tard, le 30 juin 1951, une nouvelle se répand comme une traînée de poudre partout au Japon. Des survivants ont été secourus dans les îles Mariannes après presque 7 ans d'autarcie totale. C'est un autre navire américain, le USS Kokopa, qui va aller chercher les hommes sur l'île et qui va mettre fin à cette expérience qui va choquer non seulement le Japon, mais aussi le monde entier. Alors petite parenthèse, mais extraire les soldats, ça n'a pas été une mince affaire non plus, je vous le rappelle, pour eux c'est toujours la guerre. Et pour les convaincre, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'anecdote est quand même assez folle. Les Américains ont dû parachuter des lettres et des photos qui avaient été envoyées par leurs proches depuis le Japon. C'est comme ça que vraiment ils ont compris et accepté que la guerre était finie et que peut-être on pouvait rentrer à la maison pour se taper un bon bol de ramen. Les survivants sont maigres, épuisés, vêtus de lambeaux d'écorce, de feuilles, et ils sont presque devenus fous. Et c'est juste quand ils montent sur le pont du navire américain que là, ils se prennent la réalité en pleine tête. La guerre est bel et bien finie depuis 6 ans
Et pendant tout ce temps, ils se sont sacrifiés, entretués, ils ont vécu l'enfer pour rien. Après leur retour, le bilan tombe. Sur les 31 soldats et marins rescapés du naufrage, il n'en reste plus que 19. Ça fait 12 morts en l'espace de quelques années, plus le mari de Kazuko. Alors encore une fois, il y a eu les maladies, les accidents, les blessures trop graves pour être soignées et les meurtres. Pour eux, le retour au Japon est brutal et n'a rien d'un soulagement. Le pays qu'ils ont connu a disparu, les villes ont complètement changé, la société aussi. En plus, ils n'existent plus. Officiellement, ils sont morts au combat en 1944, donc ils doivent prouver qu'ils sont vivants et qu'ils sont bien eux-mêmes. Allez savoir comment on fait ça. Et c'est même pas le pire, parce que leurs femmes se sont remariées, leurs parents parfois sont décédés, leurs enfants les reconnaissent pas, ils ont plus rien. Mais dans cette histoire, les hommes, ils ont quand même un peu de chance parce qu'ils sont réceptionnés en véritables héros. Pourquoi ? Parce que dans un pays vaincu, mis sous tutelle des Américains et où l'empereur a perdu son statut de dieu vivant, il faut retrouver un peu de fierté là où on peut. Et quoi de mieux pour ça que de parler d'hommes qui se sont battus fièrement pour la nation, de leur endurance, de leur loyauté, de leur capacité à tenir jusqu'au bout et à faire vivre l'honneur japonais pendant des années. Bref, ils sont l'équivalent des résistants pour le Japon, de vrais héros. Et Kazuko dans tout ça, coupable. Les actes héroïques, c'est bien connu, c'est masculin. On parle même pas d'elle comme d'une rescapée, ou de son courage, ou de ses 7 ans de survie en enfer. Non, on parle d'elle comme d'une coupable. L'histoire, quand on réunit tous les éléments, c'est le jackpot pour la presse de l'époque. Une femme, une trentaine d'hommes, une île sans foi ni loi. Voilà, ça fait vendre, c'est une bonne histoire. On prend la même histoire sans une femme au milieu, on a 2 fois moins de personnes qui cliquent sur cette vidéo par exemple. On le sait. Donc très vite, Kazuko, elle passe de la simple survivante à la femme dangereuse, manipulatrice, immorale, responsable des tensions, des morts, du chaos. Les héros japonais ne sont pas en tort, c'est elle la fautive. Et c'est là qu'on va lui donner le surnom qui va la suivre jusqu'à sa mort, l'abeille reine d'Anatan. Comme un faux bourdon qui meurt en fécondant la reine, tous les hommes qui l'ont approché de trop près sur cette île ont disparu. Même son premier mari, rappelez-vous, bien avant que les soldats arrivent sur l'île. Donc elle est devenue le symbole de la luxure et de la mort. Elle est condamnée. C'est pas elle la victime, ce sont les hommes qui l'entouraient. Et croyez-le ou pas, les autres survivants, ils se bousculent pas pour la défendre. Ils ferment bien leur gueule. Au mieux, ils la présentent comme, je cite, un facteur de tension. Donc, à partir de là, l'histoire, c'est plus un drame collectif, c'est un fantasme, une femme, des hommes, des unions multiples, des morts mystérieuses, tout y passe, on l'a compris. Bien sûr, Kazuko, elle essaie de donner sa version des faits, de dire qu'elle a été forcée, qu'elle a eu peur, elle avait 20 ans à l'époque, rappelez-vous, mais dans le Japon des années 50, la parole d'une femme, ça pèse pas grand-chose, surtout face à 19 héros qui rentrent fièrement du combat. En 1947, sous la pression de l'Occident, le Japon il adopte une nouvelle constitution et sur le papier c'est la révolution parce que les femmes ont le droit de vote, les femmes ont le droit de divorcer, elles ont une égalité juridique aussi, bref c'est un très grand pas en avant pour la société japonaise. Mais au retour de Kazuko en 1951, les mœurs n'avaient pas encore eu le temps de beaucoup évoluer et ça se voit. En 1953, le coup de grâce arrive. Un réalisateur, Joseph von Sternberg, un Américain, débarque au Japon pour tourner le film Fièvre sur Anatan. C'est un film qui va reprendre, divulguer et figer cette image de femme fatale, de tentatrice qu'on a encore aujourd'hui de Kazuko. Alors attention, je dis pas du tout que Kazuko elle est blanche comme neige, non, c'est impossible de savoir ce qui s'est passé sur Anatan, il y a certainement eu des dingueries et dans tous les cas, c'est évident que dans ce genre de situation, personne n'agit de façon normale. Mais on constate quand même quelle version de l'histoire sera retenue et divulguée. Kazuko Higa meurt en 1974 à Okinawa, sa région d'origine, à l'âge de 49 ans. Elle n'a jamais vraiment connu la guerre et pourtant, c'est l'une de ses victimes les plus marquantes. Elle va vivre un enfer durant 7 ans sur une île isolée, puis revivre un enfer en subissant le regard de la société, alors qu'elle pensait que le pire était derrière elle. Finalement, elle choisira une vie loin des projecteurs après sa notoriété indésirée des années 50, et son histoire tombera dans l'oubli. L'année de sa mort, comme un signe du destin qui vient confirmer que tout est bel et bien fini, 2 soldats japonais sont retrouvés à quelques mois d'écart, respectivement sur une île des Philippines et une île indonésienne. Ils étaient eux aussi encore en guerre, 29 ans après la soumission du Japon, et ce seront les 2 derniers soldats japonais restants à revenir au Japon, clôturant ainsi définitivement cette partie de l'histoire.
Merci à CyberGhost VPN de nous accompagner sur ce format de vidéo. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous cherchez un bon VPN. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'on va tous mourir. Des bisous.